les Insoumis démocrates n'est pas forcément un parti politique extrêmement connu du fait de sa récente création. Donc les Insoumis démocrates sont issus effectivement de militants de la France insoumise qui étaient très attachés comme vous, hein, j'ai pu le constater hier, à la démocratie et qui voulaient absolument que la démocratie que nous prônions dans le programme L'Avenir en commun puisse être une réalité dans le cadre du parti La France insoumise. Donc nous avons réclamé très rapidement à la direction de la France insoumise la possibilité, nous en tant que militants, j'avais été candidate à la France insoumise pour la circonscription des Français de l'étranger USA-Canada. Donc on avait demandé effectivement la possibilité de monter une plateforme démocratique, de mettre en place des ateliers constituants. C'était effectivement un de nos premiers objectifs, c'était de pouvoir travailler sur ces ateliers constituants. Et effectivement, la France insoumise nous a tout juste bannis pour avoir osé réclamer cette démocratie qu'on avait pourtant largement défendue dans le programme et pour avoir demandé ces ateliers constituants. Donc nous nous sommes réunis, l'ensemble des insoumis démocrates, qui voulaient cette démocratie, se sont réunis tout d'abord dans un groupe qui s'appelait le collectif Insoumis démocrates, qui tentait d'avoir une vision transverse effectivement de ces groupes d'action à travers la France et à travers les groupes d'action aussi à l'étranger. Et globalement, on a décidé, lors d'une assemblée représentative totalement démocratique, de créer une association qui s'appelle un parti politique, les Insoumis démocrates. Voilà. Je pense que j'ai été claire sur le sujet. Donc, le thème du débat, c'est quelle stratégie pour sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Donc, Clémentine nous propose de commencer, et puis après il y aura Jacques, et puis après il y aura un petit peu de temps pour le débat, compte tenu de l'heure. Voilà. C'est bon. Est-ce que tu préfères ce micro? Tout d'abord, merci de nous recevoir, nous les Insoumis démocrates, dans le cadre de votre congrès. Je pense qu'on a fait l'université d'automne excusez-moi. On a un congrès bientôt, c'est pour ça. Alors, je ne fais pas de confusion alors, excusez-moi. Et donc de pouvoir aussi nous exprimer sur ce sujet important aujourd'hui pour de nombreuses personnes et pour tout le monde, sur l'Europe. Tout le monde le sait, la France insoumise avait effectivement une position pendant la campagne présidentielle et législative ambiguë sur la problématique européenne. Et le livret qui a été rédigé, mais qui n'a jamais été publié sur la sortie européenne, a été vaste mascarade et le fruit à l'origine de nombreuses tensions au sein des groupes d'action. Et difficile pour nous, militants, de pouvoir défendre une position qui n'était pas tenable. Donc c'est vraiment un sujet douloureux pour de nombreux militants, cette histoire d'Europe. Donc je commencerai ce rapide exposé, en fait, modeste exposé vis-à-vis effectivement de ce qui pourra être présenté après, sur quelle stratégie pour sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Je me suis d'abord intéressée à ce qu'était une stratégie. Une stratégie, c'est bien avant tout une vision, une cible qu'on doit partager, qu'on doit pouvoir aisément décrire, et des principes qui permettront de la mettre en œuvre. Il y a bien cette idée de l'objectif vis-à-vis du constat de l'actuel et la marche à aller de l'un à l'autre. Le recours à un concept de stratégie n'est pas anodin, je pense, parce que la stratégie ne se résume pas à ce qu'on qualifie de tactique, ce n'est pas juste la mise en place de moyens, mais elle est bien concentrée sur une cible que l'on ambitionne, ce qui évite souvent de se perdre dans des débats technico-techniques. Donc il faut bien analyser la vision, la cible, mais aussi la tactique de ses adversaires ou contradicteurs. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne fait pas systématiquement. Il me semble aussi important de bien comprendre la stratégie et la tactique de nos adversaires, puisqu'on peut les nommer comme ça, pour pouvoir définir cette stratégie.
Et il faut effectivement les décrypter leurs intentions et confronter les arguments dans de nombreux groupes. Donc, pour moi, une stratégie se construit en trois phases. Une première phase de réflexion, d'échange ouvert d'idées, comme l'objet de ce débat d'aujourd'hui, la proposition d'une cible commune à un ensemble de groupes, et une planification pour la mise en œuvre avec la déclination en actions concrètes. On est très attaché, et je pense vous aussi, sur la déclinaison en actions concrètes. Nous sommes des militants de terrain, nous ne sommes pas des politiques, mais effectivement des militants de terrain, donc on a besoin d'avoir une vision claire des actions que nous allons avoir à mener. Donc, sur la base de cette définition, quelles sont les stratégies de nos adversaires? Macron et le gouvernement actuel, c'est le libéralisme économique, néolibéralisme ou l'ultralibéralisme à l'échelon national, européen et mondial. Leur tactique, c'est, on l'a vu et on est d'accord sur le constat, la mainmise sur les médias, l'obtention des majorités présidentielles et législatives dans le cadre des institutions de la Ve République. Le maintien au pouvoir par une tactique de la division de la gauche, et ça, un certain nombre de politiques se fourvoient dans cette manigance, dans le but de n'avoir à gérer qu'un seul adversaire à la fois, la stratégie autour du Rassemblement national. La droite et l'extrême droite, qui sont aussi nos adversaires, c'est un monde et surtout une France nationaliste et autoritariste. Leur tactique, c'est la victimisation, ça, malheureusement, on en a le droit tous les jours en ce moment, le repli identitaire et l'obtention du pouvoir à tout prix, même sous une apparence démocratique. La stratégie proprement dite des insoumis démocrates, c'est l'universalisme. Notre cible, c'est un monde où le politique prime sur l'économique, où l'humain prime sur le national, où le local prime sur le mondial. Notre tactique, la démocratie, la communication virale, notamment sur Internet, la conviction et la consolidation des forces de gauche et des forces de progrès. Sur la base de cette définition, on peut s'interroger sur le fait que sortir de l'Union européenne, de l'euro ou de l'OTAN constitue en soi une stratégie. Pourquoi sortir de l'Union européenne? Pourquoi sortir de l'euro? Pourquoi sortir de l'OTAN? En d'autres termes, quelle cible détaillée, quelle trajectoire envisageons-nous pour notre futur cadre économique, notre future monnaie, notre futur cadre de défense et de sécurité? Qu'est-ce qui, dans l'Union européenne, l'euro et l'OTAN, nous empêche d'avancer dans la définition et la construction d'un monde meilleur auquel nous aspirons? Pour résumer la stratégie que nous proposons, et nous partageons avec vous aujourd'hui, c'est privilégier l'humanisme et l'universalisme, la libre circulation des êtres humains et les écosystèmes locaux respectueux de l'environnement, favoriser la libre circulation des êtres humains avant même celle des biens et des marchandises, construire ensemble activant une société nouvelle où chaque être humain peut accéder au bonheur et non pas se battre pour une maximisation de la quantité des biens et des services produits et consommés en France. Le décryptage de la stratégie de nos adversaires gouvernementaux actuellement au pouvoir est un prérequis essentiel. La stratégie des libéraux, c'est d'avoir pour seule règle de n'en avoir aucune. C'est ce que les généraux de l'école de guerre appellent la stratégie du flou, dissimuler ses objectifs, ses méthodes et ses moyens, utilisés en permanence des leurs. Il faut se rappeler de Sun Tzu, le pouvoir de l'illusion, les formes d'aliénation collective, la dépossession de nos idées, la négation de nos désirs pour répondre uniquement à nos besoins, une forme de schizophrénie existentielle. L'illustration concrète, la tactique des libéraux de faire signer des traités européens sur lesquels les gauches s'entre-déchirent, quand bien même leur dogme est de ne pas respecter les traités, et ça, ils sont les premiers à n'en respecter aucun, et on l'a déjà largement identifié. Et pendant ce temps, nous nous enlisons dans le bourbier où nous sommes en perdant notre objectif de construction d'une société libre, égale et fraternelle. Que signifie sortir de l'Union européenne pour nous? L'Union européenne n'est qu'un ensemble de traités successifs, Rome, Acte unique européen, Amsterdam, Nice, Maastricht, Lisbonne. Ces traités sont essentiellement économiques, mais faute de réelle construction politique, ne disposent d'aucun moyen de les faire appliquer. Et leur mise en œuvre, ou non, ne dépend que du bon vouloir des signataires. L'exemple, la dérogation britannique à l'euro et à Schengen, le non-respect des déficits publics de 3%, le contournement de Schengen avec les accords de Dublin, par exemple. À force de vivre dans une réalité parallèle, nous perdons nos repères.
Chaque minute consacrée à la réflexion sur ces traités est perdue pour la réflexion sur le nouveau monde à inventer. Pourquoi ne pas faire ce que j'appelle du judo? Ne même plus imaginer qu'il y ait le moindre règle de l'Union européenne à laquelle nous serions soumis. Tout simplement, nier leur existence. Ne perdons pas notre temps. Il est nécessaire de dépenser, n'est plus nécessaire de dépenser ne serait-ce qu'un timbre pour écrire nos désaccords à Bruxelles. Par contre, sur la base de notre vision commune de l'avenir en commun, il nous faut construire, comme le Conseil national de résistance en 1945, notre vision de notre destin commun, dans un cadre qui doit toujours être pensé mondial avant même d'être pensé local. Quel rôle voulons-nous voir jouer au pouvoir public? Quel périmètre et quelles règles pour le secteur privé? Quel système social? Quelle société? Quel rapport entre les hommes? Quel rôle pour l'économie marchande versus les rapports non marchands? Il nous faut redonner aux citoyens les pans de leur vie politique, économique et sociale abusivement appropriés par un petit nombre. La priorité alors de nos stratégies est-elle de sortir de l'Union européenne ou de gérer une nouvelle politique dans ce cadre? La question reste ouverte. En quoi ces traités nous empêchent-ils de construire un cadre politique avec des pays européens ou dans un cadre plus large, scénario méditerranéen, scénario africain par exemple? Voire d'entamer la construction du cadre politique mondial au point mort depuis 1945. La société pour les insoumis démocrates de demain sera universelle ou ne sera pas. L'euro est-il réellement un problème pour mettre en œuvre une politique monétaire différente de celle imposée par la BCE? Il nous faut retrouver le contrôle de notre politique monétaire dans un cadre qui ne peut être qu'international, sous peine de retomber de fait dans un libéralisme qui fera le jeu des États-Unis et du dollar en premier chef. Mais nous n'avons pas besoin de sortir de la monnaie de l'euro pour que nous puissions financer de manière autonome notre programme de déficit public et de création monétaire adapté à nos besoins. Le mécanisme de création de l'argent doit être sous le contrôle exclusif de la puissance publique. Depuis plusieurs années, la monnaie est totalement dissociée de toute réserve physique comme l'or, par définition quantité limitée, la création monétaire par l'octroi de nouveaux crédits aux États et aux agents économiques est potentiellement illimitée. Depuis 50 ans, l'argent n'est plus une réalité physique, l'argent est totalement abstrait, ce n'est que de simples écritures comptables numériques que l'on crée à loisir. Les libéraux construisent une banque centrale indépendante de la politique pour qu'elle serve uniquement leurs intérêts et pas les nôtres, limiter la création monétaire, donc les déficits publics, éviter l'inflation pour protéger les plus riches de l'érosion de leurs capitaux. Nos dirigeants néolibéraux, Hollande compris, ont évidemment appliqué à la lettre cette politique. Or, sortir de l'euro et revenir à une monnaie nationale serait revenir à une finance mondiale des marchés ultralibérales, où le dollar serait un nouveau roi. Ce qui peut être totalement contradictoire avec la mise en place d'un cadre régulier mondial. Il est par contre parfaitement possible de garder l'euro et mettre en œuvre des politiques de création monétaire nationale en finançant les déficits publics. Ce qui n'est pas exclusif de la conception d'un système monétaire européen mondial, tout reste à inventer. L'OTAN est construite contre un ennemi, a été construite contre un ennemi, l'ex-Union soviétique qui n'existe plus. L'OTAN aujourd'hui ne sert qu'à préfigurer le monde bipolaire souhaité par les États-Unis face à la Chine. À la chute du mur, dans la logique libérale d'inspiration américaine qui a prévalu, le peuple russe a été abandonné par l'Union européenne. Nous sommes opposés à une Europe de la défense au service de stratégies libérales. Nous voulons un renfort du rôle des institutions internationales en matière de défense dans le cadre démocratique sus-évoqué. Tant reste à définir et à mettre en œuvre sur le plan international quelle piste. Mettre en place un cadre démocratique mondial où la voix des Inuits la voix d'un Inuit sera la même que celle d'un Texan, d'un Amérindien, d'un Africain ou d'un Chinois. Inventer un nouveau modèle de société avant tout respectueux des hommes et de leurs environnements, où les rapports humains priment sur les objectifs économiques, définir des normes environnementales et sociales s'imposant aux 200 pays de la planète, mettre en place un modèle de développement basé sur la coopération et les normes de travail équitables, Charte de la Havane par exemple, promouvoir une réforme profonde du FMI, de la Banque mondiale et de l'OMC, et pourquoi pas créer un fonds d'urgence sociale et une banque solidaire d'investissement.
Nous avons, pour conclure, un devoir de transmission et de partage des meilleures valeurs issues de l'histoire de notre histoire. Notre héritage, ce sont nos idées. La terre, nous n'en héritons pas de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Il s'agit de partager avec les autres notre humanité pour que demain, nous puissions construire un monde meilleur dans une société universelle et multiculturelle. L'Union européenne, l'euro et l'OTAN ne sont pas des obstacles, juste des leurres pour nous éviter de penser et construire notre avenir tel que nous le voulons. Les migrants ne sont pas la cause de nos maux, ils sont notre plus grande richesse. Les libéraux promeuvent au contraire les valeurs des dominants sur l'ensemble du monde. Vouloir manger et produire local n'est pas du nationalisme, mais simplement du bon sens. Quand les hommes ne veulent pas changer les choses, ils changent les mots, disait Jaurès. La plus grande réussite des libéraux, c'est le pouvoir qu'ils ont pris, grâce aux médias notamment, sur les mots et finalement nos modes de pensée. Arrêtons de vouloir changer les mots, changeons les choses. Il nous faut redonner du sens à nos réflexions, décliner notre vision, prendre en main notre destin. Il est urgent d'arrêter de dire ce que nous ne voulons pas et de dire ce que nous voulons. J'ai terminé. Jacques ? Alors, merci à Clémentine pour ces informations. Alors, commençons par l'OTAN. La sortie de l'OTAN, je ne développe pas les raisons pour lesquelles il faut sortir de l'OTAN, mais plutôt les modalités, puisque c'est le sujet. Pour sortir d'un traité international, vous avez peut-être suivi l'actualité avec la sortie des États-Unis de l'accord de la COP21. Et vous avez vu probablement comment ça s'est fait. Trump a envoyé un courrier au secrétaire général de l'ONU parce que, en matière de droit international, c'est l'ONU qui conserve les accords internationaux, traités internationaux, qui fait le secrétariat, et donc il a simplement informé le secrétaire général de l'ONU que, à partir de telle date, c'était fini. Pour l'OTAN, c'est pareil, il faut envoyer un courrier. Donc, recommandé avec accusé de réception, bien évidemment. Bon, disons, ça c'est la plaisanterie, c'est pour sur la procédure. La question c'est après. D'abord, première question, quelle doctrine puisque jusqu'à présent on était enfermés dans l'OTAN, on s'est déjà exprimé, nous, dans le programme du PARDEM, c'est une doctrine, comme la diplomatie et la défense sont liées, c'est celle du non-alignement. La France développera une politique diplomatie et une politique de défense non alignée. C'est notre programme. Non alignée, ça veut dire qu'elle ne fait partie d'aucune alliance militaire et qu'elle cherche à nouer des relations équilibrées avec toutes les parties, y compris les États-Unis, puisqu'on quitte l'OTAN, mais on continue à avoir des relations. Ceci dit, dans les équilibres, l'intérêt de la France, pour reprendre le mot de Gaulle, la France n'a pas d'amis, elle a des intérêts, c'est tout. Donc, on cherche quel est l'intérêt de la France. L'intérêt de la France, c'est l'intérêt des Français. Ça fait partie de la démocratie. Et donc, notre intérêt, c'est un monde multipolaire. Et nous avons intérêt à jouer entre les différents blocs pour maintenir un équilibre. Parfois, il faut peut-être appuyer de tel côté et parfois de tel autre pour qu'il n'y ait pas de bloc dominant. Voilà, c'est ça la question intéressante. Mais avec, dans le contexte actuel, un intérêt particulier pour les ex-pays non alignés. Vous vous rappelez la conférence de Bandung, au début des années 50, la création du mouvement des non-alignés, qui ont dépassé la centaine. Ce mouvement s'est un peu épuisé politiquement, mais il y a des restes et il y a des liens à établir avec le mouvement des pays non alignés. Pourquoi pas
demander l'adhésion de la France au mouvement des pays non alignés qui existent. Et puis il y a la Chine et il y a la Russie. Il y a à renouer différemment des liens, surtout la Chine, parce qu'on va être obligé de se confronter à la Chine, comme à l'Allemagne, pas sur le plan militaire évidemment, mais sur le plan économique. Ce sont deux pays qui ont des excédents commerciaux inacceptables, qui sont la cause des déséquilibres internationaux, qui sont une source de tensions politiques, diplomatiques, voire militaires, et il faut contribuer à l'élimination de l'excédent commercial chinois et allemand. Ça, c'est un objectif incontournable. Si on veut résoudre les problèmes d'emploi, si on veut résoudre les problèmes de migration, si on veut résoudre toute une série de problèmes, il faut mettre un terme aux excédents structurels de la Chine et de l'Allemagne. Donc, on a besoin pour une politique économique et diplomatique allant dans ce sens, et on verra concernant l'Allemagne tout à l'heure, on a besoin d'une armée. Et on a besoin de maintenir une force de frappe nucléaire en état de marche efficace. Et donc, il y a cette première orientation, la doctrine. Et puis, la deuxième chose qui va de pair, c'est l'industrie de la défense. Parce que l'imbrication de l'industrie, enfin les normes, disons, dans les industries d'armement, ont été imposées petit à petit par l'OTAN avec une production américaine très forte. Autrement dit, nous perdons notre indépendance. Par exemple, pour les ravitailleurs, les avions ravitailleurs, on n'a pas d'autonomie. Par exemple, pour les gros transporteurs, les avions gros transporteurs, nous n'avons pas d'autonomie. L'armée française est même obligée de louer aux Russes des gros avions. Elle est obligée de louer à des sociétés privées. Bon, bref, il faut relancer une industrie de la défense qui permettra de produire les armements dont nous avons besoin pour être indépendants. Parce qu'aujourd'hui, nous ne le sommes plus sur le plan de la production d'armement. Nous sommes donc, en cas de problème, on peut avoir des ruptures dans nos équipements. Bon, voilà pour l'OTAN. Alors, sur l'euro, donc le sujet, c'est pas de réexpliquer pourquoi il faut sortir de l'Union européenne et de l'euro. On l'a dit 1 million de fois, c'est de travailler sur la façon de le faire, en considérant que on a compris pourquoi il fallait sortir, maintenant on le fait, et on voit comment on peut le faire. Je rappelle simplement pourquoi il faut, en 2 mots, pourquoi il faut sortir de l'Union européenne. Il faut sortir de l'Union européenne pour 2 raisons. La première, c'est que ce système, enfin, il y en a beaucoup, mais disons, simplifions à 2 principales. La première, c'est que c'est un système qui a éliminé la démocratie en France, puisque le droit français est placé sous le contrôle du droit communautaire. Nous n'avons donc plus de possibilité de faire exprimer le peuple et de choisir notre destin. Nous sommes enfermés dans un système d'inspiration néolibérale qui interdit toute alternative. Ça, c'est la première raison. Nous voulons sortir pour redevenir libres, pour la démocratie. La deuxième raison, c'est que le traité de Lisbonne a été constitutionnalisé. C'est quand même le résultat du coup d'État parlementaire du 4 février 2008. Dans la mesure où le traité de Lisbonne est désormais dans la Constitution, en toutes lettres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quiconque remet en cause le traité de Lisbonne commet un acte non conforme à la Constitution. Que va-t-il se passer derrière? Eh bien, les socialistes, les européistes de tout poil, de gauche et de droite, vont saisir le Conseil constitutionnel. Aucune loi, aucun décret, aucun texte juridique ne pourra être décidé soit par le Parlement français, soit par le gouvernement en matière réglementaire, parce qu'il y aura systématiquement une saisie
du Conseil constitutionnel au motif que toute loi qui déroge au traité constitutionnel européen sera cassée. Voilà. Donc on est coincé. Si on veut être libre, il faut sortir. Et je veux quand même rappeler un petit fait historique, c'est le New Deal aux États-Unis en 1933, quand Roosevelt gagne les élections sur son programme du New Deal. La Cour suprême aux États-Unis va faire une guérilla permanente contre Roosevelt pour essayer d'empêcher les mesures. Je rappelle que Roosevelt a fait embaucher par l'État plusieurs millions de chômeurs. Par l'État. Hein, c'est tout à fait spectaculaire. Et donc, Roosevelt s'est fait avoir parce que il a mené une guérilla juridique qui l'a éloigné des préoccupations politiques, qui n'a pas été comprise par le peuple, qui ne comprenait pas pourquoi il y avait ces obstacles, etc. Et donc, si on ne sort pas clairement de l'Union européenne, c'est-à-dire que la situation juridique est claire, on ne peut pas être dans un traité et en dehors. Si on est dans un traité, on l'applique. C'est comme une loi. Il y a une loi, on l'applique. Si on n'est pas d'accord avec la loi, on la change. On en fait une autre. Mais on ne reste pas entre deux eaux. Parce que c'est une source infinie de confusion et les gens ne comprennent plus ce qui se passe. On passe son temps à chipoter, à des chicanes sur le droit, sur des points de détail. Enfin, on s'éloigne des préoccupations des gens. Donc, il faut sortir de l'Union européenne pour cette raison. Pour l'euro, on ne peut pas sortir de l'Union européenne sans l'euro, sortir de l'euro, et inversement, les deux vont de pair. Pourquoi il faut sortir de l'euro? Pour deux raisons, pareil. La première raison, c'est que tous les pays tous les pays ont toujours des excédents ou des déficits commerciaux. C'est le résultat normal de l'activité économique. Parfois, la conjoncture permet d'exporter plus, des fois moins. Et donc, on est toujours dans cette situation. Comment fait-on pour réguler tout cela? Comment font les États pour réguler? Eh bien, ils surévaluent leur monnaie, en cas d'excédents commerciaux, ou ils dévaluent leur monnaie en cas de déficit commercial. Ça marche. C'est une procédure habituelle, classique, qui fonctionne. Le problème de l'euro, c'est qu'il interdit désormais soit de surévaluer quand il le faut, ou de dévaluer quand il le faut légalement. Et donc, on accumule des excédents d'un côté et des déficits de l'autre, non résorbables, qui sont une des causes majeures de la crise permanente dans laquelle nous sommes. Et donc, pour cette première raison, il faut sortir de l'euro pour pouvoir réguler notre situation économique. Et la deuxième raison, c'est la conséquence de tout cela, c'est que l'euro est une arme de destruction massive de l'emploi et des salaires. Parce que comme on ne peut plus dévaluer la monnaie, que font les gouvernements successifs? Ils font de la déflation salariale. La dévaluation, c'est quoi? La dévaluation, ça permet de baisser le prix des produits par, évidemment, cet artifice monétaire pour les vendre moins cher à l'étranger et inversement renchérir les prix des importations. Quand on ne peut plus faire ça et que l'on a une difficulté de compétitivité, c'est-à-dire que nos prix ne sont pas compétitifs au sens de la compétition internationale, comment font les gouvernements? Ils baissent les salaires directs, les salaires indirects, etc. Donc, structurellement, l'euro contribue à la baisse des salaires et au chômage.
Donc il faut en sortir, parce qu'on ne peut pas contourner. Et si on veut faire une politique monétaire différente dans le cadre du traité de Lisbonne, paf, il y a la saisie du Conseil constitutionnel au motif qu'on ne respecte pas, et on rentre dans un cycle. D'abord, on est sûr de perdre, parce que le Conseil constitutionnel est ce qu'il est, il a été fait pour... c'est le gardien du système. Donc on est perdant, on démoralise les gens, on les amène à l'échec. Donc il faut éviter ces choses-là. Alors, il faut donc lier sortie de l'euro et sortie de l'Union européenne. Deuxièmement, il faut, avant de rentrer dans le détail, quelques précisions, un cadre, disons. Il faut une bataille idéologique, culturelle, technique, intense. Dès le départ, pendant des mois et des années, pour que les gens comprennent, parce qu'on ne peut pas surprendre les gens et dire, bon, ben, on restait dans l'ambiguïté et puis essayer d'arriver au pouvoir, et une fois au pouvoir, les surprendre par des mesures. Non, ça ne marche pas. Il faut mener une bataille acharnée de clarté sur les objectifs, clarté sur les raisons pour lesquelles il faut sortir de l'Union européenne et de l'euro. Pas de formule ambiguë. Tout doit être clair, doit être compris. Évidemment, on peut se dire, ben, les gens ne comprennent pas, c'est trop compliqué, etc. Ben ouais, mais si c'est trop compliqué, on fait autre chose. Hein. Oui, c'est compliqué. Mais la politique, c'est quoi? Les gens, ils sont là, eh ben, il faut les amener là. Voilà. C'est une façon de voir la politique. Hein. C'est pas simplement de croire que spontanément, les gens vont comprendre comme ça. Non. Une orientation politique, c'est de faire bouger les gens. On les emmène quelque part. Hein. C'est ça qu'il faut faire. Sinon, c'est de la pure naïveté. Alors ensuite, sur les modalités de sortie, bon, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on travaille là-dessus. En 2011, il y a eu donc le bouquin Sortons de l'euro, dans lequel on a mis les raisons et les modalités des premiers résultats de nos réflexions. Depuis, il y a eu des mises à jour qui ont été faites, qui ont été publiées. Il y a des vidéos, il y en a des tonnes, on a fait quand même pas mal de choses. Petit point sur l'article 50, toujours, il faut le rappeler, d'autant qu'avec le Brexit, on voit bien à quoi sert l'article 50. L'article 50 sert à faire traîner les choses pour que l'opinion publique se retourne et que la volonté de sortie d'un moment soit inversée. Voilà, ça sert à ça l'article 50. Alors notre ami Asselineau, il n'a pas encore compris, mais je crois que les gens avec l'exemple du Brexit se rendent compte que c'est absolument pas comme ça qu'il faut sortir. Il faut sortir brutalement, unilatéralement, et ne pas entrer dans ce système. Donc, il faut articuler sortie de l'euro, sortie de l'Union européenne avec la démondialisation, parce que ça fait partie d'un processus de démondialisation, c'est-à-dire de sortie de la mondialisation néolibérale. C'est bien ça le sujet. Alors, quelques éléments maintenant concrets, rapides, sur la sortie, sur les modalités de sortie. Alors, tout commence, et ça c'est un peu la mise à jour, parce que dans le bouquin on n'a pas développé ça, on l'a développé après. D'abord, tout commence avant la sortie. Avant la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Hein, les deux vont ensemble. Hein, les deux vont ensemble. Dès que l'hypothèse sur laquelle on travaille, c'est une majorité législative favorable à la sortie de l'Union européenne et de l'euro. C'est-à-dire à la suite d'une bataille politique intense, des candidats, alors soit dans le cadre des partis actuels, ceux que l'on ne croit pas un seul instant, c'est terminé, mais par d'autres formes, d'autres candidatures aux élections législatives
articuler un mouvement populaire de débordement des partis, va présenter des candidats constituants. Ils sont majoritaires et ils peuvent engager la sortie sur le plan concret. Mais ça va commencer avant, c'est-à-dire dès que les sondages vont commencer à montrer que ça devient crédible, que ça devient possible une victoire de ces candidats constituants voulant redevenir libres et donc sortir de l'Union européenne et de l'euro, ça va s'agiter sacrément. D'abord, ça va s'agiter sur les marchés financiers, déjà, ça c'est tout à fait clair. Alors, spontanément ou de manière organisée, parce que les banques centrales des pays, de tous les pays, la Banque centrale européenne, la Fed, et la Fed en fait, auront peut-être intérêt à stimuler des difficultés pour faire peur, bien que l'euro serve beaucoup le dollar, puisque l'euro est une fausse monnaie internationale qui sert de paravent au dollar, de protection, une sorte de mini bouclier au dollar. Donc ils ont besoin de l'euro. Et donc ils ont un intérêt à éviter que l'euro disparaisse, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc ça va s'agiter sur les marchés financiers de toute manière, surtout quand on va annoncer que la France va déclarer le non-paiement des dettes, c'est-à-dire le défaut. Quand dans la bataille électorale, les candidats constituants vont dire ben nous, si on est élu, on annonce le défaut. Le défaut, c'est-à-dire on arrête de rembourser la dette publique. Ben, les marchés financiers, comme c'est eux qui prêtent, et ça va les affoler. Donc, il va se passer des tas de choses. Alors, par rapport à ça, il va y avoir des institutions internationales, supranationales, comme l'OMC, parce qu'on va aussi annoncer des mesures protectionnistes, va hurler, le FMI va hurler, la Banque mondiale va hurler, l'OCDE va hurler, la Commission européenne va hurler, la Banque centrale européenne va hurler, le MEDEF va hurler, le Parti socialiste va hurler, Mélenchon va hurler, le Parti communiste va hurler, la CFDT va hurler, la droite va hurler, peut-être aussi le Front National, puisqu'il ne veut plus sortir de l'euro, va hurler. Ça fait beaucoup de monde, hein. Beaucoup de monde va hurler. Donc, il faut pas avoir peur de ça. C'est le combat politique, et donc il faut faire front, et il faudra argumenter. Mais si on n'argumente pas, ben, on a perdu d'avance. Donc on fait de la figuration. Bah, c'est pas très marrant, sauf si c'est pour jouer. Mais là, il y a un combat féroce qui va s'engager avant l'élection, pour essayer de peser, évidemment. Il n'y a qu'à regarder le Brexit, hein. C'est très intéressant, c'est un laboratoire le Brexit, parce qu'on voit exactement ce qui va se passer si ça se passe dans un pays comme la France. La Grande-Bretagne, c'était pas très grave, parce qu'ils ne sont pas dans l'euro. C'est le cheval de Troie des Américains, donc il y a même une thèse développée par certains, des socialistes, des droites, etc., qui disent ben, finalement, c'est pas plus mal que les Anglais sortent parce qu'ils freinaient l'Union européenne. Hein. Bon, on voit bien avec le Brexit comment ça peut se passer, et ça va se passer. Donc une grosse bataille idéologique. Il faudra donc y faire face, former les militants, former les gens, et prendre des mesures d'organisation. Notamment le jour de l'élection et les jours qui suivent. Parce que on ne sait pas ce qui peut se produire. Il peut y avoir des fuites de capitaux, il y en aura avant, il y en aura après, mais c'est pas grave, puisqu'on verra qu'on va changer de monnaie. Donc, ils l'auront dans l'os, parce que leur monnaie, il sera difficile de la réutiliser. Alors, en tout cas,
On a développé là-dessus, il y a une vidéo qui précise comment on appelle les militants, les syndicalistes à venir le soir des élections devant les banques, à la Banque de France, dans les grandes entreprises, pour vérifier qu'il n'y ait pas des cadres qui viennent modifier les systèmes informatiques, prendre des documents, etc. Donc il y a une sorte d'appel à la mobilisation pour protéger un certain nombre de lieux stratégiques. Et dans les lieux et dans les jours qui suivent. Alors on commence maintenant sur les opérations. Sur les opérations, parce que c'est pas comme l'élection du président de la République, là ça compte pas, le président de la République, on voit bien d'ailleurs que l'élection présidentielle est complètement dépassée, ça n'est plus qu'une mascarade, parce que s'il y avait un président de la République élu sur la base de la sortie de l'euro, il ne pourrait strictement rien faire, zéro. Il faudrait qu'il attende l'élection législative et qu'il gagne, qu'il ait une majorité législative avec le déchaînement qui va se produire. Donc ce schéma n'est pas intéressant. Le seul schéma intéressant, c'est une victoire aux élections législatives. Alors, tout de suite, le soir même de l'élection, puisque vous savez que c'est maintenant les élections, il y a un phénomène qui est très comment dire, habituel, c'est 20 heures. Hein, les gens sont devant la télé et celui qui est le plus intéressant, c'était, je crois, celui de 1981. Hein, vous vous rappelez ce qui, voilà, c'était l'écran là, avec les lignes, et on voit apparaître le visage de Mitterrand. Et donc il y a une émotion particulière le dimanche à 20h, et il se passe des choses. Et donc il faut être prêt dès le dimanche à 20h, il faut que le leader de la coalition parle et qu'il tienne un discours, parce que là tout va se jouer dans l'expression politique, à la fois technique et émotionnelle, parce qu'il y aura énormément d'émotions. Et donc, que dire à 20h? Eh ben, il faut réinsister sur la liberté. Nous avons gagné une partie de notre liberté. Le chemin n'est pas terminé, mais nous sommes dans cette direction. Et sur le plan pratique pour les gens, c'est quoi l'intérêt de la sortie de l'euro de l'Union européenne? Eh bien, c'est qu'on va pouvoir annuler les plans d'austérité. C'est la première chose. C'est-à-dire, il ne faut pas s'engager dans des questions techniques, sortie de l'euro, de l'Union européenne, taux de change, machin, truc. Non, ça, si on fait ça, c'est mort. Mais expliquer que à partir de telle date, le Premier ministre, qui sera nommé forcément, va prendre un décret pour augmenter les salaires des fonctionnaires. Il y a toute une série, donc, des mesures sociales tout de suite, sociales. Et les mesures sociales, c'est l'abrogation, un plan d'abrogation de toutes les mesures néolibérales qui ont été prises ces dernières années dans les domaines les plus variés. Ça va s'échelonner, mais une politique d'abrogation du néolibéralisme par les lois, l'abrogation des lois et des décrets ensuite qui suivent. Annonce de l'augmentation des salaires dans la fonction publique, tout de suite, à effet immédiat. Invitation de ce qu'on appelle les partenaires sociaux à négocier au niveau national l'augmentation des salaires. S'il ne débouche pas en 15 jours, l'État décide une augmentation des salaires. Je rappelle que dans la suite du programme à la Libération, le gouvernement a décidé l'augmentation des salaires dans le secteur privé. Ben oui, ça peut se faire. Donc, on va le faire, on va l'annoncer. Annonce de la politique de lutte contre le chômage avec la mise en place, et là-dessus nous avons beaucoup travaillé, le système où l'État devient l'employeur en dernier ressort.
tant que les gens, les travailleurs, n'ont pas d'emploi dans le secteur privé, ils ont un emploi dans le secteur non marchand, notamment l'État. Voilà, ça, c'est annoncé et ça se met en place immédiatement. Les retraites, on règle l'affaire des retraites dans un sens favorable aux travailleurs. On règle l'affaire des heures supplémentaires de la police. Il faut désamorcer les menaces qui peuvent exister du côté de la police, de la gendarmerie et de l'armée. On règle les problèmes matériels en termes de salaire en particulier pour l'armée, la police, la gendarmerie. On va régler les problèmes des pompiers, c'est-à-dire toutes les catégories sociales en lutte. Eh bien, on règle leurs problèmes. On règle le problème des pompiers. On règle le problème dans l'éducation nationale, des embauches, des formations, des augmentations de salaire. On règle le problème des hôpitaux publics. En tout cas, tout de suite, immédiatement, il y a concertation avec les syndicats, les personnels, et des mesures qui sont prises. Il y a baisse de la TVA sur le prix de l'essence, pour que les salariés qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, eh ben, puissent le faire, c'est-à-dire la revendication des gilets jaunes. On annonce l'augmentation de l'impôt sur la fortune, ou plutôt sa modification. On annonce l'augmentation de la fiscalité sur les dividendes et les plus-values. On annonce le redressement de l'impôt sur les sociétés selon des modalités alignées sur l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire à la fois progressif et proportionnel. Et puis, on tient ce discours. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de montrer que c'est le gouvernement du peuple et que la politique qui est menée par ce gouvernement, c'est une politique en faveur du peuple. Et on a besoin du peuple pour réussir cette stratégie. Alors après, maintenant, sur les aspects techniques, donc quelques mots, je reprends simplement le bouquin, il n'y a rien de changé. Donc on a annoncé le défaut de paiement. Alors on est obligé de le faire d'ailleurs, parce que si on n'annonce pas le défaut de paiement, on ne peut pas financer la politique sociale. Ça n'est pas possible. On va s'endetter et forcément les taux d'intérêt vont augmenter dans des proportions inimaginables et on ne pourra pas rembourser. C'est incontournable. Donc on annonce tout de suite le défaut de paiement. Mais après, il faut savoir sur quoi ça débouche. Ça veut dire quoi un défaut de paiement? Annoncer le défaut, ça veut dire on ne paye plus. Voilà. L'État ne rembourse plus ses dettes. On a beaucoup travaillé là-dessus. Le sujet est maîtrisé. Il n'y a pas de problème pour nous. Technique, bien sûr. C'est parce qu'il y a une histoire. C'est pas les défauts de paiement. C'est pas la première fois qu'il y aura un défaut de paiement. Alors qu'un État fait défaut. Alors, on annonce qu'à partir de telle date, l'État ne rembourse plus ses dettes. Il commence par annoncer et il bloque. Il faut que ça fasse peur au marché financier. Et puis, tout de suite, c'est-à-dire qu'on ne rembourse plus rien. On ne rembourse plus rien. Mais si on ne rembourse plus rien, ça veut dire qu'on ne peut plus emprunter, par définition, puisque les marchés ne vont pas continuer à prêter, sachant qu'ils ne seront pas remboursés. Donc on est bien obligé de sortir de l'euro. On est obligé, parce que comment on ne peut pas créer de la monnaie euro, on n'a pas l'autorisation juridique, l'impression des billets de banque, je pense que c'est un aspect minoritaire, mais disons la masse monétaire globale au sein de l'Union européenne, de la zone euro, et l'affectation des masses monétaires aux nations, elle est régie par les règles de la Banque centrale européenne, et donc on ne pourra pas augmenter
la masse monétaire. Si on le faisait, alors on pourrait toujours imprimer sous cette forme-là, disons, imprimer, mais là, ça entre dans le cadre non constitutionnel dont je parlais, et on s'engage dans un processus qui est insoutenable, où on est sûr de perdre. Donc il faut tout de suite annoncer qu'on sort de l'euro et qu'on rétablit le franc, et qu'on va financer la politique sociale avec le franc. On crée une nouvelle monnaie. On crée une nouvelle monnaie, et tout de suite, alors il y a le délai de fabrication des billets, on a travaillé là-dessus, hein, sur les volumes de production. Disons qu'il faut 1 mois pour produire les pièces et les monnaies, on a calculé ça. Il y a 1 mois de battement pendant lesquels on n'a pas encore les pièces et les monnaies en francs, mais on peut faire comme aux États-Unis quand il y a eu la crise, en Californie quand il y a eu la crise des finances de l'État de Californie, et puis dans bien d'autres situations, on crée un système qui peut se mettre en place en 2 jours, qui s'appelle, en anglais c'est I owe you, c'est-à-dire c'est une reconnaissance de dette, c'est-à-dire l'État va payer les fonctionnaires et ses fournisseurs avec des reconnaissances de dette qui sont monnayables pour acheter l'alimentation, payer le loyer, payer les impôts, etc. Ça, c'est facile. Autre façon de faire, un tampon sur les billets de l'euro. Sur les billets d'euros. Un tampon, ça peut être un tampon sec ou un tampon imprimé, qui donc remplace l'euro et en fait une nouvelle monnaie, en attendant d'avoir les billets. Donc je veux dire, sur le plan technique, ces choses-là, normalement, et on alimente après. Alors là, le problème, c'est ce qu'on a vu quand il y a eu le passage du franc à l'euro, hein, ceux qui étaient un peu concernés par ça, il y a eu un petit problème de réglage et de distribution de billets dans les agences bancaires, parce que ce sont des machines quand même très, très sophistiquées, mine de rien. Ça prend un peu de temps pour que les distributeurs de billets puissent alimenter le public. Hein. En Grèce, on y était d'ailleurs, il y avait Joël, je crois, quand il y avait eu le mémorandum, et on voyait que les gens sur les distributeurs de billets, là, ils faisaient la queue. Enfin, bon. Alors, donc, le défaut de paiement, voire toutes les conséquences que ça a, on est obligé de changer de monnaie. Sinon, on ne fait rien. On fait de la bouillie. C'est un changement. Quand il y a eu le passage du rouble, quand l'Union soviétique a explosé et que les républiques, de nouvelles républiques indépendantes se sont créées, ils ont changé de monnaie. Ils ont fait tout ça. Hein. Alors ça a pris un peu plus de temps, mais ils l'ont fait. Ils étaient obligés de le faire. Bon, donc je passe là-dessus. Sur donc l'annulation des plans d'austérité, la sortie de l'euro en même temps, et la dette. Alors, parce que là, on se retrouve avec un front international constitué de nos créanciers. Alors, les créanciers, il faut les diviser. C'est ce que font toujours les gens endettés. Tu divises tes créanciers. Et comment tu vas les diviser? Tu vas donner à certains et tu ne vas pas donner à d'autres. Et d'abord, disons que la restructuration de la dette, c'est-à-dire on s'engage, on annonce qu'on va restructurer la dette. C'est-à-dire, dans un premier temps, on annonce le défaut, on fait très peur, et dans un deuxième temps, on annonce qu'on va restructurer la dette. Et que tout n'est pas perdu pour les créanciers. Donc, comment on restructure une dette? On allonge les échéances, c'est une première solution. On diminue les taux d'intérêt, c'est une autre solution. On fait les deux ensemble. Il y a des différentes formules.
Alors là, l'idée, ce serait d'abord de dire qu'on va rembourser en francs, puisqu'il n'y a plus d'euros. Mais le franc, il est non convertible au départ. C'est-à-dire que le franc ne peut pas être ni acheté ni vendu. Il est produit par la Banque de France et il est distribué aux banques qui le diffusent dans l'économie et on ne peut pas, avec le franc, acheter des dollars ou acheter des euros. Ça n'est pas convertible. Il n'est pas convertible. Donc les créanciers vont se dire, bon, c'est bien gentil de nous rembourser en francs, mais comme le franc n'est pas convertible, on ne peut pas le transformer en dollars ni en euros. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, vous achetez des produits français. Vous achetez des produits agricoles, vous achetez des machines, vous donnez des francs pour les touristes étrangers qui viendront en France. Donc, il y a cette première possibilité qui, sur le plan juridique, posera aussi pas mal de problèmes. Mais, en tout cas, politiquement, c'est une ligne solide qu'on peut suivre. Après, deuxième aspect, il faut éviter d'avoir un fonds international contre nous, je l'ai dit, et savoir que parmi les créanciers, il y a beaucoup de banques centrales qui achètent des titres pour leurs réserves de change notamment. Il faudra choisir les pays auxquels on va rembourser et des pays avec lesquels on va faire des alliances. Par exemple, je ne sais pas, bon, à voir, je ne rentre pas dans le détail. Et puis, il y a des fonds qui sont détenteurs d'actions, d'obligations, notamment les fonds de pension et les fonds mutuels anglo-saxons. Alors là, c'est plus délicat, cette affaire-là, parce que les fonds de pension et les fonds mutuels détiennent de l'épargne des travailleurs étrangers, de l'épargne de retraite ou de l'épargne financière. Eh bien là, il y a quelque chose à faire avec eux, c'est-à-dire parce que par exemple aux États-Unis, c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé, sur les fonds de pension, il y en a beaucoup qui sont des fonds de pension publics, les plus gros, et d'autres qui sont dirigés par les syndicats. Eh bien, l'idée qu'on a développée, c'est de rencontrer les fonds de pension, qui sont dans ce cas publics, et des syndicats, et même des entreprises, pour discuter avec tous ces gens-là, leur expliquer. Alors, ça n'est pas nouveau, parce que quand la France a commencé à vendre sa dette à l'étranger, elle a envoyé des gens, moi je l'ai fait quand j'étais en poste, où on allait présenter la dette française aux investisseurs, fonds de pension, fonds mutuels, les banques, etc. Donc c'est quelque chose d'habituel. Et bien là, il faut que les gens du Trésor aillent expliquer la politique de la France aux fonds de pension, aux fonds mutuels, pour, y compris leur montrer le caractère négatif des fonds de pension, des fonds mutuels, et leur dire qu'on va rembourser, mais eux, il faudra les rembourser, mais en francs, avec des contreparties matérielles, c'est-à-dire que ces francs non convertibles, ils peuvent acheter, et c'est ça l'objectif, c'est de leur expliquer tout ça, parce que là, pour eux, c'est un autre monde, on est sur la planète Mars. Pour leur dire, écoutez, voilà, nous, vous pouvez acheter du fromage, vous pouvez acheter du foie gras, vous pouvez acheter du vin, vous pouvez acheter de l'aéronautique, des avions, vous pouvez acheter, etc., etc., etc. Et bon, ça, c'est un point. Donc la restructuration des dettes, il y a toute une bataille internationale très intéressante à mener. Bon, j'ai presque fini, encore 5 minutes. Il y a le fonds CFA, la zone franc en Afrique.
c'est pareil, comme il y a... Eux, ils sont déjà au franc, mais c'est pas la bonne solution. Donc, et ça n'est pas la solution de stopper le franc CFA n'est pas bonne non plus, parce que moi j'ai discuté avec pas mal d'Africains, ça leur fout la trouille. Ils n'ont pas envie c'est paradoxal, hein, mais ils n'ont pas envie de sortir du franc CFA, parce qu'ils ont derrière la Banque de France qui contrôle tout, ça leur convient. Bien qu'il y ait un mouvement d'intellectuels africains là, qui revendiquent récemment l'autonomie monétaire. Donc, pas de brutalité, mais un dialogue pour accompagner, sur une base volontaire, les États africains qui voudraient redevenir libres eux aussi, sur le plan monétaire, se libérer de la France. Mais pas de décision unilatérale de l'autre part, parce que là ça poserait un problème. Bien qu'au départ, on avait envisagé cette solution, mais quand on a discuté avec des Africains, on s'est aperçu que non, il fallait y aller doucement. Alors, ensuite on termine. Les problèmes d'impression, on l'a vu. La Banque de France, la papeterie à Vic-le-Comte, ça fonctionne. L'impression des billets à Chamalières, ça fonctionne. Et la frappe des pièces à Pessac, en Gironde, ça fonctionne. Donc tout ça, ça roule. La conversion, ça se fait tel jour à telle heure, hein, comme le passage du franc à l'euro. Et puis, donc, les derniers éléments techniques, hein, parce que là, on est dans la technique, on nationalise les banques, toutes les banques et toutes les compagnies d'assurance. Alors, là, c'est intéressant, ce phénomène, parce que jusqu'à présent, les banques sont toujours cotées en bourse. Que va-t-il se passer? C'est l'écroulement de la valeur boursière. Chute des cours. La chute des cours, c'est excellent, excellent. Plus ça baisse, plus c'est bon. Et l'État rachète au plus bas. Et on rachète avec des avances de la Banque de France en francs. Alors soit l'État directement, soit via la Caisse des dépôts. Et là, le schéma, c'est surtout par la Caisse des dépôts et par des fonds particuliers. Et donc, alors c'est pas vraiment une nationalisation, c'est plutôt une socialisation, hein, puisque différents nouveaux actionnaires deviennent partie prenante du capital. Tout ça, c'est la première semaine, hein, après l'élection, les annonces et l'engagement du travail législatif et réglementaire. La Banque de France n'est plus indépendante. Elle n'est pas cependant assimilée à un ministère, mais elle a une certaine autonomie. Il faut que la Banque centrale ait une certaine autonomie, même si elle n'est pas indépendante. Style Banque d'Angleterre, ou Fed, c'est-à-dire que sur le papier c'est marqué indépendante, mais en fait, non, la Banque d'Angleterre et la Fed, sans parler de la Banque de Chine ou de la Banque de Russie, mais on n'en est pas là. Ensuite, sélectivité et encadrement du crédit. Mesure classique que la gauche a pratiquée avec une certaine efficacité à partir de 81. La sélectivité du crédit, ça veut dire que des taux d'intérêt différents sont appliqués aux différentes professions. Par exemple, les entreprises de transport routier qui veulent emprunter auront des taux élevés parce que c'est une industrie que l'on veut voir réduite. En revanche, les industries qui sont dans l'énergie renouvelable, là, il peut y avoir des taux d'intérêt beaucoup plus faibles, voire à taux zéro. Et on remet tout de suite les collectivités locales à l'ancien système, qui était le système de la Caisse des dépôts. Les collectivités locales n'avaient pas le droit d'avoir des comptes bancaires aux banques, et il y avait un monopole des prêts d'une filiale de la Caisse des dépôts qui s'appelait la CAEP, Caisse d'aménagement d'équipement des collectivités locales, qui prêtait aux communes. Il n'y avait pas de problème, ça marchait très très bien. Et il y avait des taux bonifiés, les intérêts étaient bonifiés, c'est-à-dire que l'État bonifié, ça veut dire sous le marché, des taux d'intérêt sous le marché, inférieurs au taux du marché.
la différence étant payée par l'État. Eh ben, ça marchait très très bien. On revient à ce système très efficace. L'encadrement du crédit, ça veut dire que les banques ont une enveloppe de crédit fixée par l'État, avec des proportions pour l'accès à la propriété, pour les crédits à la consommation, pour les entreprises, et les banques doivent rapporter tous les mois, c'est comme ça que ça marchait, sur l'usage de leur crédit. Elles ne créent plus de monnaie. Il n'y a plus de création monétaire des banques. Elles fonctionnent dans ce cadre qui s'appelle l'encadrement du crédit. C'est technique classique, hein, qui fonctionne très bien. Donc, tout ça, faut le faire. Et puis, je termine avec le démantèlement des marchés financiers. Alors, démantèlement des marchés financiers, on a beaucoup écrit là-dessus. Il faut segmenter les marchés. Il y a le marché obligataire, il y a le marché des actions, il y a le marché monétaire, il y a encore des marchés. On n'a pas le temps. Le marché obligataire. Le marché obligataire, deux côtés, obligations privées et obligations publiques. Les obligations privées, on peut laisser. C'est une sorte de. C'est comme le crédit bancaire, finalement. Les grandes entreprises peuvent continuer sans risque à émettre des obligations pour financer leurs investissements. En revanche, comme la France ne se finance plus sur les marchés financiers, c'est-à-dire on revient, comment faisaient les États avant les marchés financiers? Ben oui, ils empruntaient. Ils empruntaient à qui? Ils empruntaient à des privés, à des banques. Ce n'était pas des marchés financiers, et à la Banque de France, à la Banque centrale. Donc on revient à ce système, ce qu'on appelle le circuit du Trésor. Alors, le circuit du Trésor, c'est un truc fantastique, moi je trouve, à l'époque. C'est-à-dire que la trésorerie de l'État, de tous les services publics, était centralisée par le Trésor, et elle était utilisée pour le financement des dépenses de trésorerie de l'État. Et donc ça marchait très très bien, ce système, le circuit du Trésor. Et l'État, la Banque centrale, la Banque de France, faisait des avances à l'État. Certaines étaient remboursables avec des taux d'intérêt très faibles, certaines n'étaient pas remboursables, il y avait des avances non remboursables. Eh bien, c'était comme ça que ça marchait très bien. On remet en place tout ça, il n'y a plus de marché obligataire, c'est-à-dire que on n'emprunte plus au marché financier, on finance le déficit normal de l'État par ces mécanismes qui fonctionnaient avant, on les remet en place. Dépérissement de la bourse. Dépérissement de la bourse jusqu'à son épuisement. On a vu que déjà les banques, les compagnies d'assurance sortent. Il y a la nationalisation des industries stratégiques. Et donc, dès lors que ces masses énormes ne sont plus cotées en bourse, la bourse périclite. D'ailleurs, si vous regardez la presse, il y a maintenant de plus en plus d'articles qui s'interrogent sur l'utilité de la bourse. D'ailleurs, le dernier argument, on pourrait parler longtemps de tout ça, mais le phénomène des rachats d'actions, c'est hallucinant ces dernières années. C'est quoi racheter des actions? C'est l'inverse de la bourse. La bourse a été créée pour lever des capitaux, pour financer les investissements des entreprises. Or, les rachats d'actions, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que les actionnaires, les entreprises rachètent, c'est-à-dire rendent l'argent aux actionnaires. C'est-à-dire, au lieu d'apporter de l'argent aux entreprises, les actionnaires utilisent les entreprises pour récupérer de l'argent. Hein, c'est tout à fait hallucinant. Donc, dépérissement de la bourse avant la fermeture. Et puis, il reste évidemment toute une série de choses que nous avons développées. Contrôle d'échange et des mouvements de capitaux, évidemment. Hein, ça, c'est crucial. Et puis, la charte de La Havane. Alors, la charte de La Havane, il ne faut pas avoir d'illusions là-dessus, parce que alors tout le monde connaît ça, ça fait 10 ans, plus même qu'on en parle. La charte de La Havane, c'est donc le système de commerce international qui avait été élaboré dans le cadre des accords de Bretton Woods,
il n'y aura jamais d'accord international sur ces questions. Alors peut-être qu'il y en aura un, mais ça peut prendre du temps. Si ça arrive, bah, tant mieux. Mais on ne peut pas fonder une orientation politique sur des hypothèses ou des vœux pieux, sur des souhaits. Il faut des choses tangibles. Et donc, ce qui est intéressant dans la charte de la Havane, c'est le principe de commerce international, c'est-à-dire un principe fondé sur l'équilibre de la balance des paiements. Ben, c'est ce que l'on propose de faire, c'est-à-dire une série d'accords bilatéraux avec les pays qui le souhaitent, nos partenaires économiques, pour qu'on se mette d'accord avec eux pour appliquer la charte de la Havane, mais dans un cadre bilatéral. Et si on est en situation d'excédent, comme c'est le cas avec l'Afrique par exemple, ben la France accepte de compenser de façon à ce que la balance soit équilibrée pour la France et pour les Africains. Ça, c'est quand on est en excédent. C'est le cas le plus faible parce que la France est en déficit structurel massif. Donc, il faut redresser. Et là, il y aura des accords possibles, certainement. Mais il y aura conflit et affrontement avec l'Allemagne et la Chine. Voilà. Donc, nous engageons un conflit commercial avec la Chine et l'Allemagne pour faire baisser notre déficit commercial structurel vis-à-vis de l'Allemagne et de la Chine, de sorte que... mais ils ne seront jamais d'accord. Donc on prendra des mesures protectionnistes, unilatérales. On est obligé de faire ça, hein, sinon il n'y a pas de solution. Bon, donc, alors évidemment, ça peut comment dire, interroger, il y a des vides, il y a des choses qu'on peut évidemment contester, discuter, mais ce qu'il faut, c'est donner une perspective. Parce que sinon, on ne voit pas le bout. Et on voit bien que toutes les forces politiques qui ne travaillent pas, ils ne font pas un boulot sérieux. Ils ne travaillent pas. Ils sont dans l'imposture. Ils sortent des formules creuses, mais ils ne cherchent pas à résoudre les problèmes. Alors quand on se met à réfléchir pour essayer de résoudre les problèmes, évidemment, ça fait une masse énorme de choses à régler, d'autant plus énorme que depuis des décennies, on a laissé s'accumuler la contre-offensive des classes dominantes avec les politiques de mondialisation néolibérale. Quand en 79, le G5, ça date de 79, la rupture, le G5 de Tokyo, quand il décide d'annuler les politiques keynésiennes et de basculer dans les politiques néolibérales, c'est un choix stratégique des 5 pays membres à l'époque du G5, qui est devenu G7. Eh bien, la gauche en particulier, puisque nous on était avant des gens de gauche, ben, il y a cette accumulation depuis ces années-là où on a été submergé, totalement submergé. On n'a pas vu ce qui se passait, ça n'a pas été analysé, et on en paye aujourd'hui les conséquences. Il y a un stock, une masse de choses à résoudre qu'il faut arriver à affronter. Donc voilà. Ok, merci.